Bonjour à tous, merci de rejoindre le Journal de la Culture avec au sommaire notamment de la littérature, en compagnie de notre invité Mathias Hénard, écrivain et auteur de Rue des voleurs, qui dans le contexte révolutionnaire du printemps arabe évoque les tribulations et les destins croisés de personnages en rupture. Nous tenterons de percer ensemble le mystère d'une seconde Joconde dont l'authenticité est âprement discutée, et c'est en Suisse, à Genève, que nous irons peut-être nous forger une inébranlable conviction. Et puis dans ce journal, la révélation du palmarès du prix découverte RFI France 24, dont le jury, présidé par la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, a révélé le lauréat. Mais nous accueillons à présent un écrivain, auteur de plusieurs romans parus en France, chez Actes Sud. Il publie avec Rue des voleurs, l'un des livres les plus captivants de cette rentrée littéraire. Le récit d'un voyage pétri de rebondissements. Un jeune Marocain quitte Tanger et se retrouve étranger, sans papier à Barcelone. L'auteur y observe les jeunesses venues du Maroc et celles d'Espagne où il vit, à travers le regard de paumés qui sont violemment confrontés au mirage de l'exil. Le tout se passe sous toile de fond de grogne populaire, de crise économique et de printemps arabe. Bonjour et bienvenue, ou bonsoir, ça dépend des latitudes. Merci Mathias Hénard d'être avec nous. Ce 5e roman de la saga, on souhaite d'une très longue saga, est goncourable. Oui, effectivement, nous venons d'apprendre que le roman se trouvait sur la 2e liste du prix Goncourt. Mais alors, à part la pression atmosphérique, vous subissez aucune autre forme de pression ? Non, on préfère pas y penser, voilà, si on verra bien ce qui se passe. Tout ça, c'est un peu imprévisible, effectivement, comme la météo. Comme la météo et comme, entre guillemets, la matière existentielle de la plupart des protagonistes que vous avez mis en scène autour d'une toile de fond qui est donc le printemps arabe. Vous avez respecté la ligne chronologique des faits qui ont émaillé cette grogne populaire. Disons que moi, ce qui m'intéressait, c'était de m'intéresser aux révolutions arabes telles qu'elles ont eu lieu, mais surtout de les voir un peu de loin, un peu depuis un angle un peu distinct. Et donc de fabriquer un roman, c'est-à-dire de trouver la distance suffisante avec l'actualité pour donner un autre point de vue. Et c'est pour ça que j'ai choisi un personnage qui est vraiment extérieur à tous ces événements, parce qu'il s'agit d'un jeune Marocain de Tanger. Donc il voit ça un peu de loin. Je vais un peu pitcher l'histoire, c'est-à-dire qu'il faute avec sa cousine, il couche avec elle, on peut dire ça comme ça, et en fait, vous nous racontez son itinéraire, son cheminement, d'abord la rue, la rencontre avec les islamistes qui le recueillent, ensuite il devient libraire pour eux quasiment, ensuite c'est l'exil, le ferry, l'Espagne, à un rythme effréné, un peu comme si se consumait leur existence de manière au pas de charge. C'est un roman d'aventure, un roman effectivement sur le rythme de la vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la jeunesse? C'est aussi une question de rythme et une question de rapidité. Et le roman va passer comme ça, suivre les aventures de ce jeune homme de Tanger, Algeciras, Barcelone, les difficultés actuelles, mais aussi ce qui rejoint les jeunesses du sud de la Méditerranée et celles du nord. Oui. Puisqu'on voit aussi des personnages espagnols, et notamment l'héroïne du livre. Alors vous vivez en Espagne, je l'ai dit, mais vous êtes plongé dans la culture arabo-musulmane depuis de nombreuses années, persane, vous traduisez également. Qu'est-ce que vous avez voulu faire ressortir de ce roman, que le destin de l'Europe, apparemment, a plus de proximité qu'on imagine avec celui de cette zone géopolitique? Moi, je crois très sincèrement qu'il y a vraiment une communauté de destin et une continuité, au-delà de la simple continuité géographique, entre le sud de la Méditerranée et le nord, et notamment dans les aspirations de la jeunesse. C'est-à-dire les désirs de cette jeunesse qu'on a vu s'exprimer au moment des révolutions tunisiennes, égyptiennes, libyennes, et même pendant les quelques revendications au Maroc. Ben, ça rejoint les aspirations, par exemple, du mouvement des indignés en Espagne. Et cette jeunesse qui essaie de prendre son destin en main, qui se bat pour qu'on s'intéresse à elle et pour obtenir une petite partie du pouvoir et du bien-être économique. Avec une finalité qui veut que la maxime serait que l'exil est un mirage qui se crache, quoi qu'il advienne, quelles que soient les latitudes. Oui, bien sûr, pas un mirage, mais au moins une difficulté, c'est-à-dire qu'il faut se reconstruire en exil. L'exil, c'est un voyage, tout simplement, où on va essayer de se fabriquer une identité mixte, de participer à la société dans laquelle on se trouve, essayer de s'adapter. Voilà ce que j'ai essayé de montrer dans le livre. Alors, l'actualité est la source nourricière de votre création, et on oscille toujours entre l'introspection, grâce à la voix du narrateur. Vous avez choisi cette forme pour construire ou déconstruire les trames psychologiques de vos personnages, et on surgit dans le réel par l'action. Il y a toujours ce balancier entre l'action et l'introspection. Oui, disons que comme c'est lui-même qui nous raconte son histoire, on passe depuis ses sentiments à lui jusqu'à ce qui lui arrive comme aventure. Mais le récit est construit vraiment
sur l'action, la rapidité. En ce sens, c'est un peu un hommage au roman d'aventure ou au roman policier, et dans lequel finalement l'action est quand même un prétexte pour montrer beaucoup de choses et passer d'une chose à l'autre. Ouais, et on n'a pas le temps de s'embêter. On passe d'une action à une autre. C'est une sorte de road movie littéraire. Est-ce que, pour ces personnages en rupture, vous avez fait un choix particulier? Est-ce qu'on peut parler de cette rue incroyable qui est la rue des voleurs, qui est une rue qui existe et qui concentre tous les maux du monde et qui... Pas que tous les mots, mais c'est vrai que c'est une rue de Barcelone, c'est la rue des voleurs, qui se trouve dans un quartier du Raval, c'est-à-dire de la vieille ville, et qui est une rue assez intéressante, puisqu'on y retrouve beaucoup de gens humbles, je vous dis, de prolétaires. la rue des putains, des drogués, des ivrognes, des paumés. Oui, mais aussi de familles, des migrants, des Pakistanais, des Tunisiens, des Algériens, qui vivent là aussi, qui travaillent. Et tout cette concentré d'humanité pas très riche, voilà, cohabite avec la drogue, avec la prostitution et quelques petits voleurs, comme j'en décris quelques-uns dans mon livre. Ouais, c'est vraiment passionnant. Spéciale recommandation, j'en perds mon latin, on en reparle dans quelques instants. Je propose de percer, avec votre permission, un mystère plusieurs fois séculaire autour d'une version antérieure et controversée de la célèbre Joconde de Léonard de Vinci, qui vient d'être présentée à Genève après avoir été conservée pendant près d'une quarantaine d'années dans un coffre. Cette Mona Lisa suisse suscite à la fois le doute et l'intrigue en attendant le verdict livré par des tests scientifiques et sans état d'âme. Savant suspense, la Mona Lisa suisse est-elle la sœur de notre Joconde ou une Mona Lisa jeune de la main de Vinci? Ses propriétaires suisses l'ont sortie d'un sommeil de plus de 40 ans au coffre pour la produire aux connaisseurs. C'est notre but prioritaire que de donner à cette version précoce, si impressionnante, sa place dans l'histoire de l'art. Des mains croisées comme suspendues, un décolleté moins profond, une bouche plus pulpeuse sur un teint plus pâle. Cette femme serait Mona Lisa jeune, peinte par Léonard de Vinci. Mais première invraisemblance de taille. Ce tableau a été peint sur toile. À ma connaissance, il n'y a pas de tableau de Léonard de Vinci parmi ceux qui sont conservés qui ait été peint sur toile. Lui peint sur panneau de bois. Si le fameux sfumato, cette brume qui estompe, la marque du grand talent de Léonard de Vinci, n'est pas au rendez-vous dans le portrait de cette plus jeune femme, il est vrai qu'elles ont beaucoup en commun. Nous avons tracé des lignes de part et d'autre après avoir recalibré les deux portraits. Il nous est apparu immédiatement que tous les points significatifs étaient rigoureusement situés de la même façon. Ce que ça prouve certainement, c'est qu'il s'agit d'une excellente copie, qui est très fidèle aux proportions d'original. Ça ne prouve absolument pas qu'elle provienne de l'entourage de Léonard de Vinci, encore moins du maître lui-même. Les Suisses auraient donc gardé au coffre une copie forcément postérieure à l'original. Mona Lisa n'est pas à un coup de théâtre près. En février dernier, une copie du début du XVIe siècle avait été prêtée par le musée madrilène du Prado, sans doute effectuée par un élève de Vinci. Les radiographies montraient les mêmes repentirs, le même cheminement que la Joconde du Louvre. Rien de tel pour la Mona Lisa suisse. La nôtre garde certes l'énigme de son sourire, mais au moins il est authentique. Et le mystère persiste autour de cette muse qui nous inspire une réflexion de James Brown. C'est à force de copier que l'on devient original. Nous partons sans plus attendre aux États-Unis pour évoquer l'histoire incroyable d'une chineuse du marché aux puces de Washington DC qui s'offre pour 5 € un Renoir qu'elle s'empresse de vendre aux enchères. Mais l'histoire était bien trop belle car la vente vient d'être annulée à cause d'un petit carton qui mentionne que ce tableau a bien été volé 60 ans plus tôt. Doreen Bolger est directrice du musée de Baltimore. Elle retrace pour nous sans plus attendre le fabuleux destin d'un petit bout de carton qui vient d'anéantir l'un des plus beaux rêves de l'histoire de l'art. Il faut bien se souvenir que c'était il y a longtemps. Et à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Il n'y avait pas toutes ces informations, ce suivi sur ce qui entre dans les musées. À suivre, ici ou ailleurs, car c'est déjà, hélas, quasiment la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur notre site internet france24.com ainsi que sur Facebook et sur Twitter. En remerciant Mathias Hénard d'être passé dans cette émission pour nous parler de ce 5e roman. On vous souhaite, on croise les doigts, bonne chance pour le Goncourt. Si vous aviez un mot à dire sur ces trames de vie que vous mêlez, pour lesquelles vous vous êtes inspiré du réel et que vous avez recomposé autour de personnages, le message serait que sur nos frêles destinées. Le message, c'est qu'il faudra dire que voilà, les temps sont difficiles, les temps sont troublés, mais qu'il ne faut pas perdre espoir. Le message est passé. C'est chez Actes Sud. Merci beaucoup, Mathias Hénard.
Avant de se quitter, je vous propose de découvrir sans plus attendre le lauréat du prix Découverte RFI France 24 QV 2012 en partenariat avec la SACEM, l'Institut français et l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, un lauréat sélectionné parmi les 10 finalistes de cette institution prestigieuse qui a consacré depuis 1981 déjà des artistes des groupes d'Afrique, de la Caraïbe, de l'océan Indien, parmi lesquels entre autres Salignolo, Tikenja Fakoli, Amadou et Mariam, Rokia Traoré. La liste est longue et non exhaustive. Après délibération du jury présidé par la star planétaire Angélique Kidjo, nous connaissons enfin le nom du lauréat qui se présente lui-même tel un activiste musical. Il est originaire de Namibie, plus précisément du désert du Kalahari. Retenez bien son nom, il s'appelle Ele Moto. Voici un extrait de son tout premier album qu'il baptise The System is a Joke. Ele Moto. Chakai, uyakai, takwano, mwana homonate fela. Chakai, uyakai, takwano, mwana homonate fela. Ayo.